Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Born in the USA. Écoutez, on va pas le dire ça. Ce qui se passe, c'est quelqu'un qu'on avait laissé, je ne dirais pas dans une mare de sang, mais complètement has-been, c'est fini. Il était d'ailleurs, il fallait en finir avec cet Hitlérien, ce fasciste, ce mâle hétérosexuel blanc, prédateur, misogyne, etc. Vous savez, un certain Donald Trump. Et voilà-t-il pas que Donald Trump vient d'être réélu très nettement, très facilement, il faut le dire, président de la République des USA, après un comeback hallucinant, qui fait que, voilà, il va présider aux destinées du plus grand pays du monde, du plus puissant pays du monde pendant 4 ans. Qu'est-ce que ça va être? Comment ça va être? Mais auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a une exclusivité. On a une exclusivité parce que, avec les productions France-Québec, avec Samuel Grenier et avec Olivier de Sénéac, et entre parenthèses, je salue mon ami Olivier de Sénéac, qui, il y a 2 mois, il m'avait écrit Trump sera président, et vraiment à l'époque, on n'était pas sûr du tout, et il sera président avec plus de 290 voix, et apparemment, il les a déjà. En tout cas, bravo à Olivier de Sénac et bravo à Samuel Grenier, surtout que les productions France-Québec sont à pied d'œuvre, comme un certain nombre de médias depuis hier. Ça fait pratiquement 25 heures qu'ils sont là et qu'ils sont avec, effectivement, pour cet événement, personne ne connaissait le dénouement, mais il est là. Et donc, nous faisons en Zoom avec 3 correspondants. Nous avons Julie Lévesque, qui est à Los Angeles. Julie Lévesque, que je connais puisque je l'avais rencontrée au Québec. Bonjour Julie. Est-ce que vous m'entendez, Julie? Est-ce que vous m'entendez, Julie Lévesque? Je vous entends, c'est juste que c'était mon micro qui était fermé. Oui, voilà. Alors, il ne faut pas laisser son micro en panne, hein, ce serait terrible. Donc, Julie Lévesque, merci d'être avec nous. On a Daniel Brisson, qui est en Floride, qui est blogueur. Bonjour Daniel Brisson, vous êtes là? Bonjour, Monsieur Berkhoff, oui. Bonjour, très heureux. Alors écoutez, on a Los Angeles, on a la Floride et on a Boston. Simon Petit-Albert, bonjour. Ah, écoutez, on vous voit. Simon Petit-Albert, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, comment ça va la France? Eh bien, écoutez, la France va bien, la France pas bien. Alors, moi, je vous entends. Certains se réveillent avec une gueule de bois, d'autres avec un large sourire, selon ses opinions. Alors, je voudrais demander, Julie Lévesque, vous êtes à Los Angeles. Comment ça s'est passé, Los Angeles, la Californie, qui a voté évidemment très fortement pour Kamala Harris. La Californie est traditionnellement démocrate. Alors, comment ça se passe? Et vous avez rencontré beaucoup de gens depuis quelques jours. Comment les Américains, les Californiens, en tout cas ceux que vous avez rencontrés, ont vécu cette nuit assez spéciale, je dirais, follement spéciale? Julie? Ben, je vous dirais que c'était pas fou du tout dans les rues de Los Angeles. On était très surpris, mon caméraman et moi, quand on est arrivés ici le 3 novembre. Oui. Les rues les rues ne sont pas très achalandées. Hein, vraiment, les seuls endroits où nous on était dans downtown Los Angeles. On s'est promené un peu Santa Monica, Beverly Hills. Bon, c'est sûr que Beverly Hills, Santa Monica, c'était un peu plus occupé. Mais quand même, Beverly Hills, en pleine matinée, c'est mort. Et hier, vous voulez savoir comment les gens ont célébré ou ont regardé les élections. Oui. On a fait ce qu'ils appellent aux États-Unis des watch parties. On est allé dans 2 watch parties et en tout, il devait y avoir 50 personnes pour les 2 endroits. Ah bon? Donc, dis donc, c'est pas très nombreux tout ça. Il semble vraiment pas y avoir d'engouement. Ce qu'on a constaté, c'est vraiment que la plupart des gens ne veulent pas parler de politique. Ça a été très difficile d'aller chercher des témoignages. Ah ouais. Il y a des gens qui sont très, très enclins à donner leur opinion et c'est beaucoup plus souvent des démocrates. Les gens qui sont pro-Trump n'ont pas tendance à vouloir parler. Souvent, ils sont gênés parce que, on peut imaginer la réaction des démocrates.
On a vu Julie, vraiment un que niveau disait- d'endoctrinement phénoménal. Ouais, que disent les démocrates? Enfin, non, mais justement, ils disent voilà, on espérait que. Enfin, est-ce qu'ils ont été déçus ou avant, en tout cas avant le résultat des élections, est-ce qu'ils espéraient vraiment que Kamala Harris allait passer, ou ils avaient des doutes, ou que ceux que vous avez entendus, comment ils réagissaient? Ben écoutez, ça dépend des gens. Il y a une dame trans qu'on a interviewée. Elle était convaincue que Kamala Harris allait remporter les élections. D'un autre côté, on a rencontré un monsieur qui travaillait sur le Hollywood Walk of Fame. Puis il était convaincu que Donald Trump allait gagner. Oui. Donc de chaque côté, il y avait des gens qui étaient convaincus et de chaque côté, il y avait des gens qui étaient anxieux. Mais je vous dirais que hier, dans les watch parties, les gens étaient surtout très anxieux. Ils avaient très peur que Donald Trump soit vainqueur. Et pourquoi? Parce que, ouais, exactement. Et pourquoi alors justement? Pourquoi? Quelle raison les démocrates, honnêtement. Oui. Ben justement, ils n'avaient pas de raison. Quand on demandait aux gens, mais pourquoi vous détestez autant Donald Trump? Et c'était toujours une question de rhétorique et ils nous sortaient les clichés, les slogans. Racisme, misogyne, etc., etc. On les a entendus maintes fois, Trump égale Hitler. Mais quand on leur demandait de donner des politiques spécifiques de Donald Trump qui avaient rendu leur vie difficile, des exemples concrets, alors là, c'était très difficile. Là, on partait dans c'était vraiment des phrases creuses. Et quand on demandait aussi quelle politique de Kamala Harris leur plaisait, c'était très difficile d'avoir des exemples concrets. Ouais. Donc, moi, l'impression qu'on a eue, c'est vraiment que la propagande a fonctionné à merveille. Je vous dirais par contre que les partisans de Trump, et ça, j'essaie d'être le plus objectif possible, là, mais les partisans de Trump, selon nous, avaient beaucoup plus ils semblaient beaucoup plus connaître la politique que les partisans démocrates. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que des deux côtés, peu importe qu'on soit pro-démocrate ou républicain, d'un côté comme de l'autre, on nous a dit que, quand on posait la question, est-ce que vous trouvez que les médias dominants font un bon travail? Et c'était systématique. Tous les gens nous ont répondu non, les médias font un travail médiocre. Des deux côtés, on vous a répondu que les médias dominants ne faisaient pas un bon travail. D'accord. Exactement. Et ça, c'était très étonnant. Julie, restez avec nous, évidemment. On va juste avoir une toute petite pause. Et après, on va parler et avec Daniel Brisson, avec vous encore, et puis avec Simon Pezy-Albert. À tout de suite. Et vous pouvez réagir tout au long de cette émission en appelant au 0800 26 300 300. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite pour une spéciale élection américaine. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. On est le 6 novembre, gueule de bois pour les uns, joie, pleurs de joie pour les autres. Donald Trump vient d'être élu président de la République américaine pour 4 ans. Alors c'est évidemment Donald Trump, c'est celui qui provoque le plus de polémique, il est le plus clivant et apparemment, écoutez, cette fois-ci ça a marché. Ça n'avait pas marché en 2020, cette fois-ci ça a marché. Bonjour Daniel Brisson, vous êtes avec nous. Vous êtes où en Floride, Daniel? Bonjour. Vous êtes où en Floride? À West Palm Beach, à côté du Convention Center, là où il y a eu la rencontre des membres du Parti républicain, et là où Donald Trump a fait son discours. Ah oui. Donc, après la nuit, nous n'y avions pas accès parce qu'il fallait être invité. L'endroit a été désigné à la dernière minute. Ah oui, vous n'avez pas pu accéder. Oui. Non, moi j'étais à l'extérieur, donc on a pu voir le convoi arriver. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient là. Oui. Mais comme ça n'avait pas été beaucoup annoncé à l'avance, c'était pas des centaines et des milliers de foules comme on se serait attendu. Il y avait des clôtures, la sécurité au maximum, bien entendu. Ouais. Mais on sentait la joie des gens qui étaient là. Ah oui, j'imagine que du côté Mar-a-Lago, ils sont plutôt Trump, hein, ça me paraît évident. Oh, mais vous avez parlé, alors Daniel Brisson, vous avez parlé avec des gens, qu'est-ce qu'ils disaient, comment ils formulaient ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Oui, il y avait, c'était à la fois mixte, une certaine inquiétude, parce qu'il est inquiet, est-ce qu'il allait se refaire faire le coup de 2020?
mais beaucoup d'enthousiasme aussi. Ils ont sorti très fort pour aller voter en Floride. Ils n'ont pas pris de chance, ils sont bien organisés. Alors, il y avait beaucoup de gens, par exemple, dans le secteur de Pinellas County, dans la partie de la côte ouest de la Floride, qui est très républicaine, mis à part certains grands centres urbains. Mais ils ont sorti très fort pour aller voter au vote par anticipation. D'ailleurs, ils ont été obligés de prolonger d'une journée le vote par anticipation dans le comté. Alors, c'est quand même pas fou. Et ils ont manqué de papier d'information chez les gens pour aller voter. Donc, les gens voulaient s'informer parce que les gens n'avaient pas tous décidé avant de se présenter aux élections. Donc, des votes de dernière minute, des gens décidaient. Mais ce qui préoccupait les gens, c'était l'économie, même chez les jeunes. Hein? L'économie, la frontière, l'inflation, le pouvoir d'achat, etc. L'inflation. Absolument, oui. Ils sont très au courant de la géopolitique mondiale, les guerres et autres, veulent la paix, veulent des économies plus fortes. Ils avaient un sentiment, plusieurs étaient d'accord que cela allait changer un peu la face politique de la planète. Pas juste eux. Alors, ceux qui pensent qu'ils sont égocentriques, oui, il y a le Make America Great Again, mais pour eux, America First, oui, c'est très présent. Mais c'est-à-dire de faire le ménage dans leur cours pour devenir l'exemple pour le monde. Ils ont encore cette mentalité-là, beaucoup, puis très informés. La liberté d'expression, c'est revenu souvent à travers différents endroits, différentes générations. Donc, Donald Trump a réussi à réunir beaucoup de gens de différents groupes de société et de groupes d'âge aussi. Alors, c'était un succès à ce niveau-là. Et donc, oui, vous dites c'était intergénérationnel, mais donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont conscients, ils se disent l'Amérique doit retrouver son rôle dans le monde, et surtout ils sont conscients, ce que vous avez dit juste un mot, que c'était historique, que ça pouvait basculer et faire bouger beaucoup de choses, y compris en dehors des États-Unis. Absolument, oui, et même l'Europe, ou même le Canada, parce qu'on parlait du Canada et de la France quand on se présentait. Alors, ils savaient un peu c'est quoi, et plusieurs m'ont dit, au Canada, vous êtes mal pris, vous. En Europe, ils sont pas sûrs, la guerre Ukraine-Russie, on a hâte que ça finisse aussi, on est tanné d'envoyer de l'argent là-bas. Alors, ils sont très au courant, et oui, donc, géopolitiquement, ils voient ce qu'il y a, et la santé, c'est revenu aussi. À quelques occasions, on veut manger bien en santé. Le discours d'RFK, donc, porte fruit. Oui, Robert Kennedy a influé. Robert Kennedy a influé de ce point de vue-là. Oui. Ouais. Eh bien, absolument, très positif là-dessus. Oui, alors écoutez, vous êtes... Oui, allez-y. Les droits des femmes, ça paraît drôle, mais les droits des femmes du côté de Trump face aux hommes dans les compétitions sportives féminines, alors ça venait aussi qui battent des femmes et qui volent des femmes et qui leur enlèvent leur médaille, leur bourse, leur dignité, le remplacement de la femme. Donc, il y avait ça aussi dans le discours. Oui, les problèmes du genre, des hommes qui sont soi-disant devenus des femmes et qui gagnent aux compétitions sportives. Oui, on voit ça. Simon Petit-Albert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et vous? Alors, vous êtes à Boston, dans le Massachusetts. Oui, et alors ça, qui a voté Kamala Harris en majorité, c'est une terre très... 61%. Oui. 61%, c'est sensiblement le même score que Hillary Clinton avait fait en 2016. Oui. Biden avait fait 66% en 2020. Ah oui, donc moins que Biden, mais autant que Hillary Clinton, c'est ça? Voilà. Et alors, justement... Oui, vous aussi, je voulais demander, voilà, votre témoignage, c'est très intéressant parce que vous trois, vous êtes à Los Angeles, Mar-a-Lago, Boston, c'est très intéressant, vous savez des aspects très différents de l'Amérique et c'est très bien. Et vous, quand vous parliez aux gens, aux hommes et aux femmes, Simon, c'était ressenti comment? Alors, est-ce qu'il y avait espoir et puis déception, et pour quelles raisons? Racontez-nous. C'était déjà assez difficile de parler politique. Je me suis rendu sur le campus de Harvard pour essayer d'interroger des gens. Très peu de gens se sont... déjà, il faut comprendre, Boston, c'est une des premières choses que j'ai été très étonné.
la population locale de Boston, j'avais l'impression que, bon, il devait y avoir au moins un 30-40%, mais après, c'est juste un feeling, d'étrangers. C'est-à-dire des étudiants étrangers à cause des grandes universités, Harvard, Cambridge, il y en a plusieurs autres, également des touristes. Donc, c'était difficile d'interviewer les gens. Ensuite de ça, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que Julie était dans un État très à gauche, libéral. La Californie, mais libéral dans ben, c'est ça. Le libéral dans le sens américain du terme, les libs. Donc, c'est des gens qui sont c'est des gens qui sont soi-disant de gauche, mais qui sont plutôt fortunés. Et puis, ici, à Boston, je pense que c'était frappant également. C'est-à-dire, c'est une classe aisée, bourgeoise, mais qui votant démocrate, se croyant à gauche, alors que, bon, contre les inégalités sociales, alors que les inégalités sociales ici à Boston sont flagrantes. Il y a des petites mains qui travaillent partout dans les boutiques, les restaurants, les commerces, et vous avez cette classe de bourgeois blancs, les WASP un peu presque. White Anglo-Saxon Protestants, oui. Oui, ben c'est ça. Ben, protestantes, je ne sais plus s'ils le sont encore, mais à tout le moins, pour la couleur de la peau, ça se sent. Et puis, moi qui est de Montréal, qui est une ville quand même diversifiée, où est-ce que les inégalités sociales existent comme partout ailleurs, mais où est-ce que c'est beaucoup plus égalitaire, ça m'a frappé. Sérieusement, ça m'a vraiment frappé. Après, ben, ici, les gens, évidemment, c'est démocrate. J'ai eu quelques belles conversations. Qu'est-ce qui résonnait, qu'est-ce qui revenait souvent, c'est que les gens avaient peur d'une victoire de Donald Trump, avaient peur d'une défaite de Donald Trump, qu'il y aurait, par exemple, des émeutes, de la violence, dans le cas d'une défaite de Donald Trump. Et puis, il y a l'autre discours totalement irrationnel que Donald Trump, c'est un fou, un raciste. Un peu la même chose que Julie racontait tantôt. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vraiment d'arguments, sinon à régurgiter ce qu'ils entendent et ce qu'ils ont à la télévision et dans les médias de masse comme propagande. Et justement, est-ce que ça a été ressenti pour vous, vous blogueurs, etc. Est-ce qu'au fond, parce qu'on voit très bien les 3/4 des médias, comme en France d'ailleurs, comme je ne sais pas au Canada, étaient évidemment très 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 anti-Trump et plutôt pro-Kamala Harris. Est-ce que ça a été ressenti par la confiance, que Julie disait aussi ça, et Daniel Brisson, est-ce que de part et d'autre, oui, c'est Daniel Brisson qui disait, de part et d'autre, quand on demandait, d'ailleurs, que ce soit les kamalistes, je dirais, ou que ce soit les trumpistes, est-ce que les médias font leur boulot? Et ils disaient non. Est-ce que vous avez aussi ressenti cela quand vous interrogiez les personnes, les gens de Boston, Simon? Ben moi, personnellement, j'ai pas abordé ce thème-là au niveau du traitement des médias avec les gens. Qu'est-ce que j'ai pu constater, cependant, c'est une certaine forme de crainte ou de peur des pro-républicains ou pro-Trump à s'affirmer. C'est-à-dire, j'ai rencontré une dame de Virginie qui habite ici, et puis elle m'a dit à mots couverts qu'elle avait voté pour Trump parce qu'elle m'avait donné toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un aurait voté pour Trump. Mais bien évidemment, elle ne voulait pas me dire qu'elle avait voté pour Trump. Et je pense que c'est symptomatique de la politique ici aux États-Unis, mais pas que. C'est un peu la même chose en France, par exemple, pour les gens qui voudraient voter Rassemblement national. Au Canada, le Parti conservateur. Donc, c'est-à-dire les gens ressentent une gêne, une pression, à la limite presque une honte de voter à droite à cause de cette propagande incessante évidemment, lorsque vous avez des médias qui traitent le président, on peut dire maintenant le président Trump, de fasciste, de nazi, de raciste, de dangereux pour la démocratie. On a tellement entendu le mot démocratie et liberté de la part des démocrates dans les 10 derniers jours. C'était incessant. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, ben, les gens deviennent craintifs. Et puis ça, je pense que c'était la prime à l'urne que Donald Trump a gagné. C'est-à-dire, lors qu'il y a des sondages, les gens ne vont pas dire qu'ils veulent voter à droite parce que, bon, même devant l'intervieweur, ils veulent bien paraître. Et puis au final, on voit le résultat aujourd'hui. Donald Trump est élu avec une forte majorité.
Donc oui, c'est ça. Les sondages le donnaient très serré, donnaient les résultats très serrés. Et comme vous dites, il y a un côté, mais on ne veut pas dire en fait qu'on vote pour XY parce que ça fera pas bien, ou en tout cas, on a, comme vous dites, pratiquement honte, en tout cas certains. Est-ce que, à votre avis, vous avez senti chez les gens hier, en tout cas, vous avez fait la nuit blanche d'ailleurs, hein, avec les productions France-Québec. Est-ce que vous avez senti du côté Boston, Massachusetts, enfin de ce que vous avez vu, une déception ou déjà une résignation, parce qu'on se demandait que ce soit Trump qui gagnait ou que ce soit Kamala Harris qui gagnait, on se demandait, l'Amérique étant tellement clivée que ça pouvait provoquer de part et d'autre je dirais pas des émeutes forcément, mais enfin des mouvements assez violents. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas ou pas, comme ça, sans faire des prédictions, mais à votre avis, votre sentiment? Ben moi, j'ai pensé que ça arriverait. On a vu quelques troubles à Portland, à Seattle, sur la côte ouest américaine, Oregon, mais c'était pas majeur. S'il y a des troubles, ça pourrait se produire dans les prochains jours. Il faut comprendre que les résultats sont sortis très tard. Donc, est-ce que les gens vont descendre dans la rue à 2 heures du matin? On se souviendra de l'inauguration de Donald Trump en 2016, où est-ce qu'il y avait eu des troubles à Washington. Donc, ça avait pris l'anti-émeute. On verra le résultat. Moi, ce que j'ai senti, par contre, ici, avant les élections, c'est-à-dire le jour de l'élection, c'est une espèce d'ambiance mortifère. Il y avait comme le temps était comme suspendu, comme si les gens savaient qu'ils avaient perdu, mais ils espéraient quand même gagner. Parce qu'évidemment, ici, c'est bleu, c'est démocrate, puis je pense que c'est probablement le même sentiment que Julie avait en Californie. Absolument. Absolument, Julie, on va juste faire une petite pause, Julie, et on va vous donner tout de suite la parole. C'est intéressant, vous allez parler tous les deux d'une espèce de désert à un moment donné, pas beaucoup de monde dans les rues, on verra si ça va être autre chose après. On vous donne tout de suite la parole, 2 minutes de pause. Et vous pouvez réagir ou poser votre question en nous appelant au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Une espèce, Born in the USA, avec 3 correspondants sur cette espèce de grande nuit blanche organisée par France-Québec, par les productions France-Québec. Et Julie Lévesque à Los Angeles, Daniel Brisson à Mar-a-Lago, en tout cas à côté, et Simon Petit-Albert à Boston, Massachusetts. Alors, justement, Julie Lévesque... Simon disait, on a l'impression de quelque chose un peu de silencieux, de feutré. Vous l'avez ressenti, d'ailleurs, vous en parliez. Mais au fond, ça dit quoi? Ça dit quoi de l'Amérique? Ça dit quoi, en tout cas, de cette Amérique que vous avez vue, même en quelques heures ou en quelques jours? Ça dit quoi, à votre avis? Je ne sais pas si ça en dit plus sur l'Amérique que sur les médias. Pour moi, vraiment, cette atmosphère-là, moi, j'ai senti vraiment une atmosphère vraiment d'anxiété, de peur, d'inquiétude. Les gens parlaient souvent du fait que si Trump était élu, c'était la fin de la démocratie. Ah ouais. C'est fort, là. C'était la dans les dernières semaines, la dictature, quoi, carrément. Ouais. Et dans les dernières semaines, on l'a vu, les comparaisons Trump-Hitler étaient abondantes. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est ça. Si Trump arrive au pouvoir encore une fois, c'est la fin de la démocratie. Beaucoup de femmes qui s'inquiétaient pour leur droit, leur droit à l'avortement. Et moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'était vraiment énormément de contradictions. En fait, avant d'entrer là-dedans, je vais juste terminer sur les médias. Pour moi, c'est vraiment le fait d'une propagande de peur incroyable. Et surtout chez les femmes. Et ce que j'ai entendu beaucoup des femmes, c'est justement des femmes qui disaient que Donald Trump allait les empêcher de... C'est ça, oui. Qu'il allait prendre le contrôle sur leur corps. Et là, quand on disait, écoutez, le gouvernement, les démocrates ont pris le contrôle sur le corps des gens en forçant les gens à aller se faire injecter des soi-disant vaccins ARN messagers. Là, ça, c'était différent.
Là, c'est pas quand on parle d'avortement, c'est mon corps, mon choix, mais quand on parle de vaccination, là, c'est autre chose. Il faut le faire pour les autres. Aussi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que voter pour Kamala Harris. Pourquoi? Parce que Kamala donnait le droit aux gens, allait donner le droit aux gens ou donnait le droit aux gens d'être en désaccord. Avec Kamala, je peux être en désaccord, mais pas avec Trump. Mais pas avec Trump, mais je comprends. Les gens oublient que c'est sous son gouvernement, c'est elle qui était vice-présidente, au moment où il y a eu une censure inouïe. Donc, il y a vraiment énormément de contradictions. Et moi, quand on les confronte à ces contradictions-là, il y a vraiment, on dirait qu'il y a des fils qui se touchent là. Les gens ont vraiment de la difficulté à raisonner. Hein? Et on nous lance des clichés. Il y a énormément de clichés chez les démocrates. Donc, il y a vraiment, selon moi, c'est la propagande de peur qui a vraiment créé cette atmosphère-là. Je vois pas autre chose. Et juste, alors c'est intéressant de parler des médias, effectivement, du rôle des médias, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, on a constaté, en tout cas, il y a de l'esprit critique. Puisque si on suivait les médias, je dis ça à Julie, à Daniel et à Simon, si vraiment les gens suivaient les médias et l'enseignement des médias, et on sait très bien où étaient les 3/4 des médias et où ils penchaient, eh bien, il y aurait eu une majorité écrasante pour Kamala Harris, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, il y a quand même de l'esprit critique aux États-Unis. Julie. Je pense qu'il y en a un peu partout quand même. On le voit. Vous avez tout à fait raison. La puissance des médias dominants, je pense qu'on peut plus. On ne devrait plus les appeler les médias dominants, justement, parce que je pense qu'ils sont vraiment en chute libre. Et comme je disais tout à l'heure, d'un côté comme de l'autre, les gens ne croient plus en les médias. Donc, je veux dire, ça en dit long, là, quand les démocrates et républicains, c'est très différent du Québec. Hein? Du Québec et peut-être, je sais pas, ailleurs au Canada, mais au Québec, il y a vraiment un narratif. Les grands médias sont systématiquement, ils sont tous pro-démocrates et pour eux, Trump et Hitler. Donc, au Québec, oui, ils sont tous d'accord, anti-Trump. Les grands médias mainstream au Québec, ils sont tous vraiment très anti-Trump. Comme les trois quarts des médias français, il faut le dire aussi, enfin des médias mainstream français. Daniel Brisson, justement, vous ressentez aussi la même chose, peut-être. Parlons des médias, mais parlons en dehors, parce que effectivement, soyons clairs, parlons d'ailleurs du Québec, parlons de votre pays, comme on pourrait parler de la France. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ces élections américaines ont mobilisé beaucoup de monde et énormément d'intensité et d'émotion, en tout cas. En parole, j'espère qu'en acte ce sera plus paisible. Mais comment vous expliquez cette espèce de montée d'adrénaline incroyable, que ce soit dans la haine ou dans l'enthousiasme, quand il y a des personnes comme ça qui se présentent? C'est vraiment, je disais que c'est un personnage clivant, c'est beaucoup plus que ça, c'est divisant, mais je ne sais pas. On dirait qu'il y a un gouffre et une abîme entre les deux. Est-ce que vous avez ressenti cela, Daniel? Oui, une genre de dichotomie dans le fond entre ce que les gens veulent, ce que les gens pensent et ce que les médias lancent par la tête des gens qui essaient d'inculquer. Canada, Québec, France, on le voit. D'ailleurs, en passant, plusieurs Américains m'ont remercié et ont remercié des médias indépendants d'exister et de parler de ce qui se passe aux États-Unis en dehors. C'est quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas avant, mais là, on l'a vu, on l'a senti, parce qu'ils sont conscients que les médias mainstream actuellement, c'est n'importe quoi. Pour vous donner une idée, au Québec, 72% des gens auraient voté Kamala s'ils avaient eu le droit, et à l'ensemble du Canada, c'était 64%. C'est le travail des médias de démoniser quelqu'un. Trump, on sait, il va être protectionniste, mais Kamala aussi l'aurait été de toute façon. Et là, on prépare tout de suite un narratif. Maintenant, encore ce matin au Québec, on voit ça, ça va être l'enfer et autres. Et si on a une économie, on va avoir des surtaxes, ça va être la faute à Trump. Au lieu de se regarder nous-mêmes dans le miroir, je lance un message à la France aussi, tout de suite, je le vois aller. Écoutez, là, regardez ce que vous faites, vos règles, vos réglementations, est-ce qu'elles sont adaptées, vos taxes de carbone, la folie climatique, climato-paniqueuse médiatique qui embarque là-dedans. Alors,
que Trump dit non, c'est assez niaisage. Avant de blâmer Trump tout de suite, regardez les politiques qui sont appliquées à l'intérieur de chaque État. Est-ce qu'elles sont compétitives? Est-ce qu'elles ont de l'allure? Et ça, les gens le percevaient, voyaient l'écart de différence de mentalité des gens. Ils se voyaient, c'est pas ça qu'on veut pantoute. Alors nous, on veut d'autres choses et c'est pas ça qui nous est offert. Oui. Ah, on vous entend mieux, Dany. Là, vous entendez plus, mais on a tout à fait entendu votre propos. Oui, ça y est, il revient. J'allais dire que, en fait, c'est regardez moins la paille dans l'œil de votre voisin que la poutre dans le vôtre. Et effectivement, balayons devant notre porte, ça nous aidera beaucoup. Simon Petit-Albert à Boston, effectivement, vous partagez le même. Est-ce que, oui, la question que je voulais vous poser, et d'ailleurs à tous les trois, mais je la pose à Simon Petit-Albert. Est-ce que les gens ont conscience, est-ce que ce serait un bouleversement, que le retour de Donald Trump avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, qui n'a, il faut le dire, rien à voir avec l'équipe qu'il avait en début 2017, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que les gens ont conscience que ça peut être un bouleversement? Je ne dis pas dans quel sens, certains diront pour le pire, d'autres pour le meilleur, mais qu'en tout cas, les choses vont changer. Simon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, Oui? Oui, allez-y. Vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend très bien. Qu'est-ce qui est intéressant, en fait, c'est lorsque j'interrogeais les gens, que ce soit une victoire des démocrates ou une victoire des républicains, les gens me disaient que ça serait un nombre de choc. Donc, que ça soit à gauche ou à droite, en tout cas, les conversations que j'ai eues avec les gens ici, parce que, bon, d'une manière, si Kamala Harris avait été élue, ça n'aurait pas été une administration Trump. Bien sûr. Donc, les deux auraient été une forme d'onde de choc. Et puis, plusieurs s'attendaient également à des troubles sociaux dans le cas d'une victoire de Kamala Harris, parce que c'est ce qu'on leur a dit beaucoup au niveau des médias. Je vais juste terminer au niveau des médias, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi, présentement, je suis dans un État démocrate, très bleu, Julie aussi. Et puis, il y a les médias nationaux, donc les médias de masse, CNN, les chaînes d'information, etc. Mais ces chaînes d'information de masse au niveau national sont les mêmes au Texas, ils sont les mêmes au Tennessee, sont les mêmes également en Floride, où Daniel se trouve présentement. Et pourtant, l'attitude de la population est différente également. Donc, oui, il y a les médias de masse, mais il y a également quelque chose peut-être d'inné dans le comportement culturel de certaines régions des États-Unis où est-ce que les gens ils veulent plus de liberté, ils veulent moins du gouvernement et tout ça. Et puis, ça, je trouve ça intéressant de la diversité qu'il y a aux États-Unis par rapport à ça, que c'est pas le cas dans tous les pays. Nous, au Canada, on aurait peut-être l'Alberta qui est différente du reste du pays, ou encore à tout le moins peut-être même la Saskatchewan. Et puis en terminant, on a dit souvent 2016 avait été l'année des médias sociaux. Donc c'est les médias sociaux qui avaient fait gagner Donald Trump. Et puis personnellement, je pense que on va pouvoir se souvenir de 2024 avec les podcasts, c'est-à-dire les podcasts, les médias indépendants. Donald Trump a fait des dizaines de podcasts, et puis avec parfois des diffuseurs qui avaient, je sais pas moi, 100 000 abonnés. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle des États-Unis, c'est des petits joueurs. Et puis Donald Trump s'est prêté au jeu, il a fait des dizaines de podcasts, et puis c'est là la force des médias indépendants et alternatifs, puis on doit le souligner. On va en parler parce qu'on va voir si aussi bien en France qu'au Québec qu'ailleurs, est-ce qu'on ne signale pas l'apparition de ce que Elon Musk appelle le journalisme citoyen? Et qu'est-ce que ça veut dire? On en parle tout de suite après cette petite pause avec vous trois. France-Québec, Los Angeles, Floride, Boston. Et si vous aussi vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours
à Los Angeles avec la journée 3, Julie, on va commencer par vous, mais est-ce qu'on parle, parce qu'on la parle de Donald Trump évidemment, est-ce qu'on parle autant d'Elon Musk ou de Robert Kennedy Jr., mais surtout d'Elon Musk, et du rôle qu'a joué Elon Musk, du rôle récent dans la campagne présidentielle? Julie. Ben écoutez, moi, j'ai pas posé la question aux gens. Et c'est étonnant, j'ai même pas pensé, je leur ai posé un paquet de questions, j'ai pas pensé à poser cette question-là, mais Ouais. je pense que oui. Et là, En tout cas, ça vous- fait 24 vous- heures que je suis debout, donc Ouais. j'essaie de me rappeler, Je là, est-ce comprends. que j'ai parlé à des gens qui m'ont dit ça ou est-ce que je l'invente? Non mais dites. Ou est-ce que dites. c'est des vidéos que j'ai vues? Allez-y. Non, je voulais savoir simplement, non mais vous, le sentiment que vous avez, c'est que des gens comme Musk ou Kennedy ont joué un rôle important dans cette campagne par rapport si à moi, j'ai l'effet. ce sentiment. Oui, vous. Si moi j'ai ce sentiment-là, absolument, parce que, comme vous disiez avant la pause, c'est une équipe complètement différente, là. Oui. Et Robert Kennedy Jr., qui, je dirais, est un démocrate, hein, Oui, tout à fait. Comme son de nom longue l'indique. Ouais. Exactement. Et je pense que avec tout ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, les gens ont énormément perdu confiance en leurs institutions, en le système médical également. Et les gens, il y a eu un grand réveil, je crois, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Et Robert F. Kennedy Jr., que je suis depuis des années, est vraiment quelqu'un qui s'attaque à cette industrie-là depuis des décennies. Très longtemps. Donc, exactement. Donc, oui, Robert F. Kennedy, certainement. Tulsi Gabbard également. Qui est une militaire qui a vraiment critiqué énormément, et qui a critiqué beaucoup les guerres des États-Unis, les guerres illégales ou douteuses, disons ça comme ça. Et il y a des gens à qui on a parlé ici qui, justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé des guerres, justement, du fait qu'il y avait énormément d'argent qui était dépensé pour armer l'Ukraine, par exemple. Beaucoup de gens, beaucoup de ils vous ont candidats parlé pro-Trump des dépenses. Ils vous ont parlé des dépenses. Ah oui, des faites milliards. par les États-Unis. Oui. Il y a un personnage, les personnages les plus intéressants avec qui on a discuté à Los Angeles, ce sont les taxis. Et à la très grande majorité des taxis, les taxis ont toujours plein d'histoires à raconter. Oui, bien Souvent, sûr. ce sont des immigrants. Donc, tous les taxis qu'on a pris étaient des immigrants et la majorité étaient des pro-Trump. Et il y en a un à qui on a parlé qui était un Arménien qui a grandi en Russie. Et qui a été dans l'armée en Russie et qui disait, écoutez, moi, ça fait 35 ans que je vis aux États-Unis, je vais me battre pour ce pays-là et je veux qu'on arrête les guerres. Lui, le point principal, la raison principale pour laquelle il votait pour Trump, c'était pour arrêter les guerres. Il disait qu'il y avait des milliards et des milliards qui étaient dépensés inutilement alors que le pays est en ruine. Et ça, on a entendu ça régulièrement. Pour les démocrates, par contre, c'était pas un point très important. Daniel Brisson. À part la guerre à Gaza, évidemment. Oui. Daniel Brisson, et votre avis sur justement ces personnages comme ça, comme Musk ou Kennedy, et le journalisme citoyen, mais voilà, votre avis sur le rôle qu'ils ont joué. Oui, un très grand rôle, et sans avoir posé les questions nécessairement. J'écoutais les commentaires et des gens en ont parlé d'Elon Musk. Il y avait d'ailleurs quelques articles à ce sujet-là. Vous voyez Musk et Trump ensemble. Mais l'effet RFK, là, les médias indépendants, Joe Rogan, ça l'a donné quelque chose de plus aussi. Alors, on sait qu'Amala ne peut pas y aller. Elle n'est pas capable de parler plus que 5 minutes sans téléprompteur ou ses boucles d'oreilles. Mais toujours est-il que Elon Musk a eu un effet, la liberté d'expression. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est revenu souvent dans les débats, comment c'était important pour le futur. Tulsi Gabbard, c'est extraordinaire. Alors, vous prenez RFK et Tulsi Gabbard qui étaient chez les démocrates, et ces deux-là, ils auraient fait une excellente campagne contre Donald Trump, mais le Parti démocrate perdu les a rejetés. Alors, c'était leur vedette, des vraies étoiles, des étoiles montantes qui avaient du sens, mais c'était pas la gauche radicale folle, débile.
alors ils les ont mis dehors. Ouais. Alors, et j'ai vu des commentaires d'ailleurs de certains médias gauchistes déjà que c'est sorti. Bon, Kamala, les gens n'ont pas voté parce que c'est une femme. Non, c'est parce que c'est une nouille, excusez-moi l'expression, mais Tulsi Gabbard, vous l'auriez mis là, et beaucoup de gens auraient voté pour Tulsi Gabbard à 100 000 à l'heure. C'est sûr. Et Trump a pu s'entourer une grosse équipe. Donc voilà, l'effet est là, et les médias indépendants ont leur rôle, et c'est ce qui perturbe le plus les grands médias. Et ils auront un rôle de plus en plus important à jouer. Écoutez, je voulais vous remercier vraiment, Simon Petit-Albert, Daniel Brisson, Julie Lévesque, et remercier les productions France-Québec qui nous ont permis de faire ce quadruplex. Donc je remercie Samuel Grenier et Olivier de Sénillac. Voilà, il y a eu les premiers sentiments, les premières impressions, et il y a 3 choses à retenir en tout cas. Rien n'est jamais joué, rien. Et deuxièmement, l'énergie, elle revient. Croire qu'on a échoué une fois sans vouloir rebondir, tomber 7 fois, se relever 8, et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention et méditer ce qui s'est passé aux États-Unis. Merci. Merci André. Merci de nous avoir reçus. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.